l'application DTV. La magie de la télé vous suit partout dans le monde avec son nouveau service disponible sur les supports Windows, iOS, iPhone, Android et tablettes. La DTV sous vos yeux partout à tout instant. Avec la DTV, vivez la magie de la télé. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous suivre sur DTV, les titres de ce journal. Opération de déguerpissement à Niaritali. Des occupants récalcitrants sont venus aux mains avec les jeunes de la localité. Les forces de l'ordre ont dû disperser la foule. Le sous-préfet de Grand Dakar confie que des sommations leur avaient été servies. Hôpital régional de Ziguinchor, le chirurgien et l'urologue de la structure au banc des accusés. Les travailleurs soutiennent qu'ils rejettent des consultations urgentes. Parallèlement, la césarienne est payante au district sanitaire de Rufisque. Malik Lamotte et Demba Kandji, des corrompus. Cette déclaration de Cheikh Bamba Dièye irrite au plus haut point les magistrats. Pour des acteurs politiques et judiciaires, la justice demeure le dernier rempart et personne ne doit la décrédibiliser. Privatisation des plages au Sénégal halte à l'accaparement du littoral. Le cri de cœur du parti Les Écologistes et de la plateforme pour l'environnement et la réappropriation du littoral. Ils invitent le ministre de l'Intérieur à prendre des mesures draconiennes contre ce mal. Irréguliers du terrain de Niaritali ont été déguerpis par les autorités de la commune de Biscuiterie ce mercredi. Ils sont sur le site depuis 1989. L'autorité préfectorale précise que des sommations leur ont été servies à plusieurs reprises, mais malgré cela, ils ont refusé de quitter les lieux. Il a fallu l'intervention des forces de l'ordre à coups de gaz lacrymogène pour les disperser. Vous allez mieux comprendre dans cet élément de Adjara Ndiaye. C'est avec des grenades lacrymogènes que les policiers ont dispersé les occupants du terrain de Niaritali. Installés sur ce site depuis 1989, ces travailleurs n'ont pas respecté la sommation de 112 heures de la mairie de Biscuiterie. Ils n'ont même plus un terrain où jouer dans Grand Dakar. C'est inacceptable. Ça, au moins, vous comprenez avec moi que c'est inacceptable. Donc, ce qui est retenu, c'est de débarrasser le terrain de l'ensemble de ces occupants irréguliers, de le remettre en l'état, de permettre quand même à la jeunesse de Dakar de pouvoir vivre comme les autres jeunes du Sénégal sur ce terrain de football, qui est un terrain vraiment, je peux dire, le seul terrain dont ils disposent dans l'arrondissement, dans les 6 communes. Selon leur porte-parole, ils ont toujours reçu des sommations. Par contre, c'est la SICAP qui leur permettait de rester. Ce site-là ne nous appartient pas, ni à nos parents. Mais on travaille ici, c'est la SICAP qui nous avait dit de rester ici, travailler. À chaque fois, si la mairie veut déguerpir, c'est la SICAP qui envoie une lettre à la mairie. Les lettres sont là pour dire pourquoi tu veux déguerpir ces gens-là. Parce qu'ils sont dans un site qui m'appartient et ce numéro, c'est là, c'est là, c'est là. À chaque fois, ils ont reculé. La fois passée, ils sont venus 2 ans avant, couper nos courants, détruire nos bagages. On a pris un avocat, M. El Adjou. Il a sommé la Sénélec. Après, ils sont revenus remettre le courant. Venus soutenir le travail des autorités, les jeunes de Niaritali se pressent pour avoir leur terrain de foot. Depuis lors, on est en train de donner des formations pour ces gens qui quittent, mais depuis lors qu'ils refusent de quitter le lieu, l'autorité a pris ses décisions à banni de la mairie de Biscuiterie pour les faire déguerpir, parce qu'on a un projet bien déterminé dans ce terrain-là. Toutefois, les occupants se désolent de la manière dont les événements se sont déroulés. Personne ne peut lutter contre l'État. Je ne sais pas par quelle porte ils ont passé, mais cette façon-là qu'ils ont fait, c'est ça qui me fait mal. À 25 jours de la Tabaski, quelqu'un qui a des commandes, qui vient avec tout un matériel, détruire tout ça devant tout le monde. Depuis 30 ans, ces travailleurs occupent cet espace. Malgré les nombreuses sommations, ils se sont toujours restés sur le site. Pour cette fois-ci, les autorités sont déterminées à les déguerpir pour donner ce terrain aux jeunes de Niaritali. Une opération de Setsetal aux HLM 6 se prolonge au commissariat. Une vingtaine de jeunes ont été arrêtés mardi matin pour obstruction de la voie publique. Les habitants du quartier confient qu'ils essayaient tout simplement de nettoyer et de sécuriser leur cadre de vie. Ils soutiennent qu'ils ne supportent plus la pollution sonore des gros porteurs qui débarquent leur chargement au milieu de la nuit. Mariam Biramba était sur place.
Un visage triste, des nerfs tendus, après l'arrestation d'une vingtaine de jeunes aux HM6 pour obstruction de la voie publique. Cette dame revient sur le film de l'arrestation. Le premier groupe, c'était 7. C'est après maintenant, vers 15h, qu'ils sont revenus avec trois gros trucs, camions, je ne sais pas comment on les appelle, avec tout un arsenal pour venir chercher les jeunes. La plupart étaient dans le jardin en train de discuter et c'est vrai qu'on était en train de planifier. Mais ils sont venus les chercher. Il y a même un voisin qui sortait pour aller ouvrir sa voiture pour partir, ils l'ont chopé pour le mettre dans la voiture. Une arrestation injuste selon les habitants qui dénoncent vigoureusement l'occupation des commerçants dans la cité. On ne s'explique pas de vivre dans une cité et de ne pas avoir de paix. Je suis meurtrie, faible, malade de ce qui se passe dans mon pays. On veut juste avoir un cadre de vie normal. Aux HLM, avec le marché HLM, on se réveille avec le bruit du marché HLM. On se réveille, on passe la journée avec eux. On passe la nuit avec eux, sans compter les agressions durant la nuit. Mais écoutez, on est des citoyens. Nous avons des titres fonciers au niveau des HLM. Donc on a droit aussi à un cadre de vie. Qu'est-ce qu'on peut réclamer de plus que le droit d'avoir un cadre de vie normal? Selon leur dire, la pose des barrières avait été autorisée par la municipalité. Toutefois, ces habitants de HLM6 demandent que justice soit faite et exigent la libération immédiate de leurs proches. Aux dernières nouvelles, les jeunes qui avaient été arrêtés ont été finalement libérés. Seul l'un d'entre eux a été retenu. Il a été déféré entre-temps et il sera jugé ce vendredi. Affaire à suivre. Parlons santé. La section CNTS de l'hôpital régional de Ziguinchor accuse le chirurgien et l'urologue de la structure sanitaire de bloquer le fonctionnement de l'établissement hospitalier par des rejets systématiques de consultations bien que urgentes et de s'adonner à des prestations lucratives parallèles. Vision citoyenne interpelle le ministre de la Santé. Le secrétaire général de la section CNTS de l'hôpital de Ziguinchor, Siméon Faye, est interrogé par Cheikh Ndiaye. Cette fois-ci, ce qui nous oppose, c'est un refus d'obtempérer, un blocage du fonctionnement de la structure. Nous avons une liste de plus de 500 malades et ça, c'est des investigations que j'avais fait au mois d'avril 2017. Aujourd'hui, nous sommes le 1er août 2018. Vous conviendrez avec moi que la liste de 500 est dépassée. Oui, pour être opéré. Et ce qui est sûr et certain, comme l'a dit quelqu'un dans la salle, il était très souvent cas d'appeler des malades pour venir se faire opérer et qu'on leur dise que ces malades sont décédés. Pas plus tard qu'hier, avec le représentant des usagers, on a eu à éplucher certains dossiers. Le cas ne serait-ce que de quelqu'un qui a eu sa VPA et qui était apte à être opéré depuis 2016. On est en août 2018, ce gars n'est pas opéré jusqu'à présent. Le cas du gosse qui a été percuté par le camion, qui est arrivé au niveau des urgences à 18h. C'est un cas de négligence. Ça, je le confirme et je le haut et fort. C'est un cas de négligence. Pourquoi? Parce que les urgences ont fait ce qu'ils ont pu, mais vous savez que dans un cas d'accident, il y a un médecin spécialiste qui devait être sur place pour faire la chose. Et tous les médecins de l'hôpital sont d'astreinte. On leur paye une prime d'astreinte. Comment se fait-il que ce médecin puisse rester chez lui et qu'il demande qu'on lui fasse la situation et qu'on le lui envoie via WhatsApp, hein, et qu'il se résolue à dire que non, je viendrai demain parce que ce n'est pas la peine de le mettre au bloc opératoire, je lui ferai un redressement. Donc finalement, lui qui disait que je viendrai m'occuper de ce cas demain matin, le gosse est décédé entre 23h et 0h. Et ça, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Notre correspondant a tenté de joindre les médecins incriminés. Le premier bat en brèche ces allégations et le second promet d'apporter des précisions dans les jours à venir. La gratuité de la césarienne remise en cause par les agents du district sanitaire de Rufisque. Selon eux, cette intervention est payante au niveau de cette structure sanitaire. Ces travailleurs demandent tout simplement un audit pour faire la lumière sur ce qu'ils qualifient de nébuleuse. L'infirmier chef de poste de Niag, Souleymane Ndiaye, est avec Mamante Diamé. À ce jour, on n'a aucune information par rapport au souhait du médecin-chef de nous rencontrer. Et nous avons également, durant tous ces jours, parlé aux autorités administratives et coutumières de Rufisque, parce que nous sommes tenus pour leur donner la bonne information suite à la déclaration du comité de santé de Rufisque. Maintenant, on ne peut pas comprendre dans une structure avec la politique de l'État du Sénégal sur la gratuité des césariennes, alors qu'ici à Rufisque, les césariennes
donc, sont payants à hauteur de 150 000 francs. Donc il n'y a pas de prise en charge du plan Sésame pour les personnes âgées de 60 ans et plus. Il y a toujours ce qu'on appelle le non-respect du personnel par le médecin-chef du district sanitaire de Rufisque. Donc c'est pour cela que nous continuons notre combat. Et nous reparlons de cette vidéo de la femme battue à Touba qui suscite l'émoi sur les réseaux sociaux. Ce cas confirme les violences que subissent les femmes sénégalaises, notamment dans leur vie conjugale. C'est le sentiment de la présidente du réseau Dimbali Jigéen. Selon Nafissatou Diop Fall, le Sénégal a violé la convention qu'il avait ratifiée sur l'élimination des violences faites aux femmes. Elle demande à l'État de prendre ses responsabilités et invite le procureur de la République à s'autosaisir. Le point avec Abdoulaye Ndiaye. Les violences faites aux femmes sont toujours une réalité dans le pays. La vidéo d'une femme battue par son mari à Touba en est une parfaite illustration. Un véritable choc pour cette dame. Quand j'ai vu ça dans le net, vraiment, j'ai été animé par un sentiment d'indignation, vraiment. J'avais les larmes aux yeux parce que moi je ne croyais pas qu'on pouvait faire ça, même pas à un animal. Parce que là, quand on pense par exemple une femme, quand on pense à sa maman, sa propre maman, quand on pense à sa sœur, je crois qu'on doit faire certaines choses à une dame. Est-ce qu'une législation qui pénalise ces actes de violence existe au Sénégal? Le gouvernement sénégalais, l'État sénégalais a le devoir de protéger toutes les femmes contre les violences. En plus de cette convention, le Sénégal s'est doté d'une loi, ce qu'on appelle la loi de 99, pénalisant les violences faites aux femmes et particulièrement en milieu conjugal. Alors, nous disposons de tout l'arsenal juridique pour faire face à ces violences faites aux femmes, aux filles, aux enfants dans notre pays. Et pourtant, pour ces femmes, cette violation de leurs droits n'est que la partie visible de l'iceberg. La violence, elle est aussi morale. Ce qu'on a vu, c'était seulement la face cachée de l'iceberg. Presque une femme sur 3 subit des violences. Il y a des violences pires. Nous souffrons dans les foyers. On ne considère pas les femmes, les hommes, il faut le dire, les hommes au Sénégal en général ne considèrent pas la femme. Les femmes souffrent dans leur maison, dans leur âme, dans leur corps. Ça, il faut le dire. Des fois, ils sont inhumains. Voilà. On prend une femme comme un homme. Plus jamais ça, cette situation doit cesser. L'État doit prendre toutes ses responsabilités et le procureur de la République de s'autosaisir du dossier. La solution, depuis que le Sénégal a adopté la loi de 99 pénalisant les violences, nous avons demandé, le mouvement général des femmes a demandé à l'État de réviser la loi pour que nous puissions nous constituer partie civile en cas de besoin. Et jusqu'à présent, cette revendication est restée lettre morte. Le gouvernement sénégalais est sourd. Je pense que ce qui s'impose à l'état actuel, c'est que le procureur de la République s'autosaisisse effectivement sur ce cas et que véritablement force laisse à la loi. Non à la discrimination et aux violences, la reconnaissance, la considération, bref, le respect de leurs droits, c'est ce que réclament toujours les femmes sénégalaises. Les juges Malik Lamotte et Demba Kandji des corrompus, cette accusation du député Cheikh Bamba Dièye a provoqué l'ire de l'Union des magistrats du Sénégal et du ministre de la Justice, Maître Moussa Bokar Thiam, soutient que ces propos sont graves et irresponsables. Le ministre de l'Hydraulique en a fait pire avec les juges de la CEDEAO, rétorque la chargée de communication du FSDBJ. Toutefois, tous deux sont d'avis que la justice demeure le dernier rempart et personne ne doit la décrédibiliser. Un travail de Mohamedou Diallo. L'accusation n'est pas des moindres, une affaire de corruption dans laquelle les juges Malik Lamotte et Demba Kandji sont cités par le député Cheikh Bamba Dièye. Irresponsable. Comment quelqu'un qui estime aujourd'hui, qui estime ou bien qui souhaite demain diriger notre pays, se permet d'insulter, d'injurier, de jeter l'opprobre sur le président du tribunal de grande instance de Dakar, sur le président de la cour d'appel de Dakar, des gens qui ont fait leur preuve. Ce que Cheikh Bamba Dièye a dit, le ministre Mansour Faye a dit pire,
il est allé jusqu'à dire que les juges, des amis et lobbies étrangers, amis de Khalifa Sall, sont derrière les juges de la Cour de justice de la CEDEAO. Où étaient tous qui sont en train de s'indigner? L'affaire Khalifa Sall n'en finit pas de susciter moult réactions du côté de l'opposition et les juges en paient un lourd tribut. Que les magistrats, que certains magistrats se permettent d'être le bras armé du pouvoir ou du président de la République, il faut quand même qu'on donne le droit aux hommes politiques, aux citoyens sénégalais de donner leur avis sur le fonctionnement de la justice. Est-ce que vous avez déjà vu un magistrat vous dire que dans telle décision, je n'ai pas pu rendre ma décision parce qu'il y a eu une main politique derrière, parce que j'ai été, comment dirais-je, influencé, j'ai subi de la pression? Vous n'avez jamais entendu un magistrat dire qu'il a subi de la pression? Il n'y en a pas. Va-t-on vers la désacralisation de la magistrature? On ne sent pas une indépendance de la justice sénégalaise. Et la preuve, c'est que des juges de la Cour de justice de la CEDEAO ont rendu un avis contraire à celui des juges du Sénégal. Qu'est-ce qu'il explique? Nous sommes dans un état de droit. Le Sénégal, c'est un état de droit. Et ça, c'est reconnu partout dans le monde. Moi-même qui suis avocat, je sais très bien que le Sénégal, c'est un état de droit. Des fois, il est vrai que la justice peut se tromper. C'est une justice humaine. Ils sont censés dire le droit au nom du peuple sénégalais. Mais les décisions des juges dans des procès dits politiques font parfois l'objet de vives critiques. Reste à voir si l'UMS accordera une suite aux accusations du leader du FSD/BJ. Autre point phare de l'actualité, la privatisation des plages au Sénégal qui fait polémique. Le ministre de l'Intérieur annonce une réglementation de cette privatisation. Aliou Sané du parti Les Écologistes demande aux autorités de mettre un terme à l'accaparement du littoral. Pour lui, il est inacceptable que les plages soient de plus en plus exploitées à des fins économiques. La plateforme pour l'environnement et la réappropriation du littoral invite le ministre de l'Intérieur à aller plus loin en mettant en place un plan architectural du littoral au profit des populations. Côte d'Indiaï nous en dit plus. 40 cas de noyade depuis le mois de juin. Le bilan est déjà lourd. En ce début de vacances, la privatisation de certaines plages pousse les jeunes à fréquenter les plages interdites. Selon ce défenseur de l'environnement, la privatisation du littoral en est aussi pour quelque chose. Depuis longtemps, ça a été le combat de nous tous, mais malheureusement, les hommes d'affaires se sont accaparés du littoral. Et je pense qu'il faut revoir ça, revoir la copie, récupérer cet espace-là pour le bien des populations et de la communauté. Au nom de quoi une minorité s'accapare du patrimoine de la communauté? Parce que la mer, l'air que ça dégage, l'environnement maritime, ça doit revenir à la communauté. Le littoral ne doit pas être laissé à la merci d'hommes d'affaires, renchérit le président de la plateforme pour l'environnement et la réappropriation du littoral. Dans la politique nationale d'architecture que nous préconisons et d'aménagement, il existe ce qu'on appelle les servitudes de passage. Dans tous les pays du monde, il y a ce qu'on appelle les sentiers littoraux. C'est-à-dire qu'il n'y a rien entre le citoyen et la mer. C'est comme si aujourd'hui vous preniez Terrou-Bi ou vous prenez par exemple Radisson et qu'on demande à ces hôtels de construire une passerelle de 2 mètres de large devant eux, devant la mer, de manière à ce que les gens puissent y aller, faire leur sport, nager, pêcher, etc. Pour ce défenseur du littoral, le ministre de l'Intérieur doit aller au-delà d'une simple réglementation. D'abord, c'est une grande politique nationale d'architecture et d'aménagement. C'est comme au Maroc, un atlas des potentialités du littoral. On sait où sont les plages, on sait où on doit construire, on sait où sont les sites remarquables qu'il faut exploiter. Pour Aliou Sané, des mesures de sécurité sur les plages interdites s'imposent. Ils doivent prendre les mesures sécuritaires, mais aussi là où il y a des plages autorisées, il faut renforcer les surveillances des plages avec les maîtres nageurs, les doter de moyens, et ça c'est du ressort des villes, des mairies d'arrondissement, mais aussi des mairies de villes, mais aussi l'État, de par le biais du ministère de l'Intérieur, du ministère de l'Environnement. Les nombreux cas de noyade ont fini d'installer la psychose chez la population dakaroise, situation qui remet au goût du jour la gestion du littoral et son accaparement par des privés.
Saviez-vous que la pluviométrie a un impact sur l'approvisionnement du poisson sur le marché? Et oui, au quai de pêche de Ouakam, le poisson est devenu introuvable. Conséquence, les pêcheurs se retrouvent vers les fruits de mer et les marailleurs passent leur journée à se tourner les pouces. Les pêcheurs indexent la nature avec l'absence de pluie, des bateaux étrangers qui pillent nos ressources halieutiques entre autres. Ils dénoncent les accords de pêche qui sont souvent signés sans leur consentement. Mansour Sow était à la plage de Ouakam. Regardez. Le regard fixé à l'horizon, un horizon où l'espoir s'amenuise de jour en jour. Ces journées se résument à se tourner les pouces dans l'attente d'une hypothétique marchandise. Une marchandise qui se raréfie de jour en jour. C'est très difficile ces temps-ci. La mer ne nous donne presque plus rien. Je vous dis, sur les 12 mois, nous avons eu satisfaction seulement sur les 3 ou 4 mois. Tout le reste, ce sont des difficultés. Il n'y a plus rien ici. Au quai de pêche de Ouakam, les journées se suivent et se ressemblent. Le poisson est devenu introuvable en ces temps qui courent. La preuve, les pêcheurs se sont retournés vers les crustacés et autres fruits de mer pour arrondir leur fin de mois. La plupart fruits de mer, la gaille. Des fruits de mer, des langoustes, pour le moment, il n'y a que ça. Le poisson est quasi inexistant. Parce que franchement. Il n'y a plus de poissons, raison pour laquelle nous nous sommes rabattus aux fruits de mer. À l'origine de cette situation, le temps n'est plus clément, la pluviométrie déficitaire et les bateaux étrangers ont fini par le rendre la vie encore plus difficile. Vraiment, on tire le diable par la queue. Si on arrive même à l'avoir, le climat n'est plus clément. La mer est agitée à cause du déficit pluviométrique. Heureusement que la météo nous informe quotidiennement. Ce sont les chalutiers qui nous fatiguent. Ils pillent nos ressources. Cette histoire de DER n'est que de la poudre aux yeux. On parle de rapidité alors qu'il n'y a rien de rapide dans ce programme. Au contraire, rien que des promesses. Il semble bien qu'ils nous ont trompés. La raréfaction du poisson inquiète les pêcheurs de Ouakam. Une raréfaction qui, à coup sûr, aura un impact sur le prix de cette denrée. Au moment où marailleurs et clients se désolent de la situation actuelle, les pêcheurs, quant à eux, indexent la nature et les autorités étatiques. Et on change de registre. Au Sénégal, les femmes ont 35% moins de chances que les hommes à accéder à la technologie. Malgré les nombreux efforts de l'État, le pays ne possède pas de données statistiques réelles concernant le niveau d'égalité de genre dans l'utilisation des technologies. Ce cadre d'échange sur l'audit de la fracture numérique de genre au Sénégal vise à changer la donne en mettant en place des stratégies pour une égalité de l'utilisation des technologies, entre autres. Les éclairages de Ndeye Fatimlo. Les technologies sont considérées comme de puissantes alliées pour le développement de nos pays. Cependant, force est de constater que l'accès des femmes au TIC est limité. Malgré de nombreuses stratégies mises en place, le Sénégal ne possède pas de données statistiques par sexe pour suivre les progrès réalisés. On n'a pas d'utilisateur Internet femme ou d'utilisateur Internet homme. Or, ces données-là nous permettent de renforcer un peu ce qu'on fait au niveau des TIC et de voir dans quelle cible en fait, on va plus privilégier pour que l'accès se fasse. Cet atelier a pour objectif de changer la donne. Il va permettre de mettre en place un cadre qui chaque année va publier des données pour voir le niveau d'égalité de genre dans les TIC. Nous avons besoin d'avoir l'état actuel des données qui existent sur cette fracture numérique et pouvoir mettre en place un mécanisme qui permettra chaque année de disposer de données censées aux gens et d'indicateurs qui nous permettent de mesurer de manière efficace la progression en termes de réduction de la fracture numérique entre les hommes et les femmes.
Toutefois, pour que les femmes accèdent facilement à ces technologies, surtout à l'Internet, il est nécessaire que les opérateurs diminuent le coût de l'Internet. Nous voulons généraliser l'usage numérique, il faut que l'Internet soit diminué. Donc c'est le moment aussi aujourd'hui de faire un plaidoyer davantage au niveau des opérateurs et des fournisseurs d'accès à Internet, de réduire le coût d'Internet. Au sujet de la fracture numérique, les ODD engagent les États membres de l'ONU à faire en sorte que tous les habitants des pays les moins avancés aient accès à l'Internet à un coût abordable d'ici 2020, mais aussi qu'ils garantissent l'égalité d'accès aux nouvelles technologies pour tous les hommes et femmes d'ici à 2030. Allons à Kurmalal, la localité est située dans la commune de Notto-Gouye-Diama. Sur place, les écoliers étudient dans des conditions précaires. Des bidons leur servent de banc pour suivre les cours. À cela s'ajoutent les problèmes de santé dont souffre la population. Et comme si ce n'était pas suffisant, la localité manque d'eau. Fort de ce constat, la mairie a décidé de venir en aide à ses habitants. Nous rejoignons Daouda Thiandoum. En dépit de l'intronisation du comité de gestion des écoles, les établissements scolaires sont assaillis par de nombreuses difficultés telles que substituer les abris provisoires par des classes up-to-date, assurer leurs équipements et leur matériel didactique, leur approvisionner en eau potable entre autres difficultés. Ces défis à relever n'ont pas épargné le village de Kurmalal, vieux d'un siècle. Les conditions d'apprentissage des élèves restent à désirer car s'asseyant sur des briques et des fûts vides, en plus de leur prise en charge médicale quasi inexistante. Averti de cette situation, le maire y instaura une journée de consultation gratuite. Nous sommes venus avec des spécialistes comme les chirurgiens dentaires. Voilà, il y a des pharmaciens à l'intérieur, il y a des pédiatres qui sont là et des médecins généralistes. Ils sont en train de consulter les populations. Pour les affections qu'on a eu à rencontrer, je pense qu'elles sont nombreuses. L'inspecteur d'académie s'est engagé à doter de l'école de Kurmalal de tables bas complémentaires, tandis que Kurmildao bénéficiera des fonds de concours qui seront alloués à la construction d'un forage. En 2016-2017, j'ai construit les 2 salles de classe sur les fonds de dotation de la commune. Donc cette année, ils avaient fait une demande pour des tables bancs, mais l'inspecteur n'a pas encore réagi par rapport à cette demande. Mais ce qu'il fallait saluer, c'est que depuis les indépendances, Kurmalal n'avait pas d'école. Et on a réglé ce problème. L'eau n'est pas une compétence transférée, mais comme les populations vivaient de l'eau de la SDE et qu'il y a des problèmes, nous avons prévu dans notre budget les fonds de dotation que l'État nous a donnés cette année, on va les donner à Kurmildao. Creuser un forage, ce n'est pas du tic au lendemain, parce qu'il te faut un contrat avec le concessionnaire, tu dois lancer le marché, c'est un problème de procédure. Nous, ce que nous avions dit, nous allons le faire. Durant cette année sociale, l'éducation demeure la priorité primordiale de la municipalité de Notto-Gouye-Diama. Le ministère de la Gouvernance territoriale a initié 2 sessions de formation à l'endroit des secrétaires municipaux et un pôle national de formateurs. Objectif harmoniser les interventions dans les collectivités territoriales, mais aussi avoir une meilleure gestion des projets dans les différentes localités. Le ministère de la Gouvernance territoriale ambitionne de faire des collectivités des territoires émergents. Vous avez certainement suivi l'élément de Mamadou Diop dans notre édition en Wolof. Et nous terminons par du sport. Le Conseil national paralympique vient de signer en partenariat avec une entreprise étrangère. Le président du CNP soutient qu'une telle collaboration contribuera à renforcer les performances des athlètes du handisport dans toutes ces disciplines. Santiagne soutient qu'au regard de la tâche qui leur est assignée, la recherche de moyens supplémentaires reste indispensable. Le voici au micro de Côte d'Endiaye. Nous allons, au mois de septembre, organiser un tournoi international de parabasket